Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin d'information de la mi-journée, dont voici les grands titres. Ministère des Transports, mairie, réhabilitation des routes dans la capitale. Journée mondiale de l'alimentation, l'agriculteur familial à l'honneur en 2014. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le ministère de l'Équipement et du Transport, par le biais de l'agence djiboutienne de routes, effectue depuis quelques jours des travaux de terrassement et de réhabilitation de certains axes de réseau routier de Djibouti-Ville et de Balbala. Ces travaux sont financés et exécutés par l'agence djiboutienne de routes, ex-fonds routier, sous la supervision du directeur des études de l'agence. La mairie de Djibouti suit de près ces travaux de réhabilitation et de terrassement de routes. Deux équipes opèrent sur le terrain. Une équipe a entrepris des travaux de terrassement de la place d'Ambouli jusqu'à la place dénommée de 8 mai. Des travaux ont eu lieu également au quartier 7 près des châteaux d'eau, au quartier 4 à l'avenue Nasser ou rue de Sela. Une seconde équipe opère dans la commune de Balbala au 4e arrondissement, à Hayabley et au 5e arrondissement. Le directeur de l'agence djiboutienne de route, M. Mahdi Abdullahi, et les mairies de Djibouti, Hussein Abdullahi, se sont exprimés au micro de notre confrère Mohamed Issa sur le déroulement de ces travaux de réhabilitation de route. Écoutons-le. D'une part, du fait que les matériels qui étaient en panne ont été plus ou moins réparés. D'autre part, il y a aussi donc une demande croissante puisqu'on constate que les routes sont dégradées suite aux dernières pluies qui a donc déjà aggravé une situation qui existait où on voit donc l'apparition de pas mal de ce que nous appelons dans notre jargon des nids de poules. Parfois, donc, il était difficile à ce que, surtout sur certaines routes, que les gens puissent passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que c'est vrai que les travaux qu'il y a à faire sont très très importants. Et dans l'immédiat, ce que nous faisons, c'est que nous permettons déjà aux usagers de la route pour qu'ils puissent passer tranquillement sans vraiment de difficultés. Voilà ce qui est en train donc de se faire. La motivation existe au sein donc, de l'agence de route. Surtout donc, par le biais de la jeunesse qui vient donc, de prendre aussi donc, à commencer à travailler, donc qui commence à travailler à l'agence avec donc une formation qui a été donnée donc, suite aux besoins réels de l'agence. Autre nouvelle du pays, la journée mondiale de l'alimentation sera célébrée demain 16 octobre. À travers cette journée, chaque pays veut rendre hommage à la contribution des agriculteurs dans l'offre de produits alimentaires à leur propre population et à la réduction de dépendance alimentaire envers autrui. Cette journée sera essentiellement célébrée demain à Assamo. À Djibouti, le secteur primaire constitue une importante activité économique pour les populations rurales. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO avait fait de l'année 2014 l'année internationale de l'agriculteur familial. Selon un rapport de la FAO, l'agriculture familiale est le premier employé de la planète. À la veille de la célébration de cette journée mondiale de l'alimentation, la représentante de la FAO à Djibouti, Emmanuel Gerge-Pletch, a présenté le message du directeur général de la FAO, José Grisino de Silva. Des Nations Unies a proclamé en 2014 Année internationale de l'agriculture familiale. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation rend hommage, entre autres, à la contribution qu'apportent les agriculteurs familiaux à la sécurité alimentaire et au développement durable. Ils nourrissent le monde entier et prennent soin de la terre. À la lecture du rapport annuel de la FAO sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, l'importance accordée à l'agriculture familiale paraît tout à fait justifiée. Environ 500 millions des 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde sont dirigées par des familles. Ces agriculteurs familiaux sont les principaux gardiens de nos ressources naturelles. En tant que secteur, l'agriculture familiale est le premier employeur de la planète. Elle fournit
plus de 80% de la nourriture mondiale en valeur, est souvent le principal producteur d'aliments frais et gagne du terrain dans la production des produits laitiers, des volailles et de viande rouge. À Djibouti, le secteur primaire, quoique peu développé, constitue cependant une activité économique très importante pour les populations rurales. Le secteur, dont la contribution au PIB a longtemps été estimée à 3%, semble s'établir actuellement à 4,2%. Les conditions climatiques font que le pays, pour son développement économique, social et agricole, repose fondamentalement sur les ressources hydrauliques et les modalités de leur durabilité et de leur mobilisation. Pour la production végétale, elle se limite à une agriculture oasienne. Les potentialités agricoles du pays sont limitées par le type de sol, l'un des moins fertiles d'Afrique. Or, ces nombreux agriculteurs familiaux, en particulier ceux qui pratiquent une agriculture de subsistance, font partie des 70% de la population mondiale en situation d'insécurité alimentaire vivant en zone rurale. Cela signifie qu'il y a une marge de progrès considérable pourvu qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat. Le rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture met en évidence les difficultés auxquelles est confronté le secteur et propose des mesures concrètes pouvant être mises en œuvre pour les surmonter. Il faut adapter l'agriculture familiale et le soutien qu'elle reçoit, de manière à ce qu'elle puisse faire face à cette évolution. L'innovation est essentielle si l'on veut y parvenir. Les exploitations familiales doivent faire preuve d'innovation concernant les systèmes qu'elles utilisent. Les pouvoirs publics doivent faire preuve d'innovation s'agissant des politiques qu'ils mettent en œuvre pour soutenir l'agriculture familiale. Les organisations de producteurs doivent faire preuve d'innovation pour mieux répondre aux besoins des exploitations et les instituts de recherche et de vulgarisation doivent faire preuve d'innovation en passant d'un processus axé sur la recherche qui s'appuie principalement sur le transfert de technologies à une approche qui rend possible et récompense les innovations des agriculteurs familiaux eux-mêmes. De toute évidence, les agriculteurs familiaux doivent produire suffisamment de nourriture, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres ruraux qui n'ont pas d'activité agricole et pour les citadins. Ils doivent également en tirer un revenu qui leur permettra d'acheter des intrants tels que des semences et des engrais, mais aussi de mener une vie décente et notamment de financer l'éducation et la santé de leurs enfants. Un guide juridique destiné aux officiers de la police judiciaire sur le comportement à avoir lors de leur enquête et dans un souci de respect des droits de l'homme a été discuté aujourd'hui et validé. Ces guides au manuel juridique sensibilisera mieux les officiers de la police judiciaire sur leurs devoirs, leurs responsabilités et obligations dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Plusieurs hautes personnalités du monde juridique et judiciaire ont pris part à cet atelier de validation des guides pratiques mis à la disposition des enquêteurs. Cet atelier a été ouvert par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, Ali Mohamed Abdou, du procureur général de la République, Jama Suleiman, ainsi que Mme Aïcha Ibrahim, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, FUNIAP. Le FUNIAP a pris en charge la conception et la finalisation de ce document. Le respect des libertés publiques occupe dans les droits fondamentaux de la personne humaine une place essentielle car il conditionne toute la participation des citoyens à la vie sociale et politique et tout le fonctionnement d'une société démocratique. Donc, le respect des droits humains et des libertés publiques doit se situer au cœur de vos actions. Ce recueil ou manuel de police fait l'inventaire des libertés publiques comprenant leur définition, leur contenu, leur organisation légale et les descriptifs des violations dont elles font le plus souvent l'objet, en particulier des services étatiques parfois. Ces guides permettent ainsi d'une part d'aider les forces chargées de l'application des lois à mieux connaître et remplir leurs missions et leurs obligations vis-à-vis de l'ensemble de la population, et doter cette dernière et la société civile d'un outil pratique précisant l'étendue et les conditions d'exercice du droit et des libertés publiques consacrées par la loi nationale et la Constitution.
Le procureur général de la République a de son côté, Jama Suleiman et la représentante de FUNIAB à Djibouti, Aïcha Ibrahim, ont souligné que les officiers de la police judiciaire sont sur le terrain et doivent en appliquer compte tenu de ces manuels juridiques. Ils ont rappelé l'importance du respect des droits de l'homme à Djibouti et partout ailleurs. Écoutons leurs propos. Un réel plaisir ce matin pour moi d'être parmi vous pour participer à la présentation de ces guides juridiques pour la police judiciaire, qui s'adresse d'ailleurs, je crois, à l'ensemble de la police judiciaire, gendarmerie, police nationale naturellement, garde-côte, et qui est destiné à faire respecter davantage et à promouvoir le droit de l'homme à Djibouti. C'est vraiment un guide qui est utile, qui est nécessaire, qui jusqu'à présent, même s'il y a eu des initiatives, se contentait généralement uniquement en ce qui concerne leurs normes internes. Et vous l'avez bien rappelé, Monsieur le Président, le problème dans le droit de l'homme, dans la protection des droits de l'homme, le problème souvent, c'est l'ignorance. C'est le fait que les normes qui sont censées protéger les droits de l'homme sont mal connues, sont ignorées ou sont oubliées. C'est un honneur pour moi de participer à cet atelier de validation de ce guide qui revêt, comme vous l'avez dit avant moi, un intérêt qui revêt vraiment une réelle importance pour les droits de l'homme, pour la prise en charge de certains aspects relatifs aux droits de l'homme à Djibouti. Donc d'abord je voudrais vous remercier pour votre initiative. Dans le cadre de préparatifs de la conférence ministérielle de pays membres du COMESA sur les infrastructures, la réunion conjointe des directeurs de l'aviation civile, des experts et hauts responsables militaires poursuit ses travaux au Palais du Peuple. La principale question toujours débattue porte sur la mise en place d'un projet de gestion coordonnée de l'espace aérien et du renforcement de la sécurité et de la navigation aérienne. Plusieurs responsables ont pris part à la parole à la tribune pour mettre l'accent sur le rôle crucial des moyens de communication dans la sécurité et la gestion de l'espace aérien. Selon les experts, les services de la circulation aérienne dans les pays membres du COMESA sont encore dépendants du système de la communication de surveillance terrestre tel que les très hautes fréquences radiophares omnidirectionnelles. Il souligne notamment que bien que ce système ait été utilisé dans le monde entier depuis plus de 50 ans, ils sont de plus en plus incapables de faire face au volume croissant du trafic aérien et sont progressivement remplacés par une technologie de navigation aérienne par satellite plus rentable connue sous le nom de communication, navigation et surveillance. La mise en œuvre de ce nouveau système représente un investissement considérable dans les infrastructures, les équipements et de la formation pour les pays. Il estime également qu'un cadre juridique, réglementaire et institutionnel approprié doit être mis en place avant de s'engager dans la mise en œuvre et attirer du financement du secteur privé ou d'autres institutions. Il faut parvenir à répondre correctement au volume croissant du trafic aérien que connaît le continent africain. Il s'agit aussi d'exploiter de manière rentable le transport aérien, ont précisé les experts. La mise en place d'un organe de coordination entre les autorités civiles et militaires a été également soulevée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, le ministre délégué à la coopération internationale, Ali Silay, et le secrétaire général, Mohamed Ali Hassan, ont adressé aujourd'hui un message de condoléances à l'ancien premier conseiller de l'ambassade de Djibouti à Nairobi, Nasser Mohamed Hassan, qui vient de perdre son père. Le ministre, au nom de tous les staffs du ministère des Affaires étrangères et des diplomates, a exprimé ses sincères condoléances à leurs collègues et à toute sa famille. Suite à ces disparitions, ils se sont tous associés avec compassion à la douleur de la famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Place à l'actualité internationale à présent. L'ONU se donne 2 mois pour stopper l'expansion du virus Ebola. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à New York pour discuter de l'épidémie d'Ebola. Le Conseil de sécurité s'est inquiété de nouveaux chiffres très alarmistes qui montrent que la crise Ebola ne fait peut-être que commencer. L'OMS estime en effet qu'il pourrait en avoir entre 5 000 et 10 000 nouveaux cas par semaine à partir du début décembre. Le point avec Hidaya Mohamed.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a consacré hier une réunion spéciale sur le virus Ebola. Les Nations Unies ont demandé plus de moyens pour lutter contre l'épidémie. Le chef de la mission d'urgence de l'ONU pour la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola a participé à la réunion par visioconférence depuis le siège de sa mission à Accra au Ghana. L'épidémie a fait près de 4500 morts dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. La population est accrue comme ici à Freetown. Plusieurs personnes se sont prises aux forces de l'ordre. Elle accuse les autorités d'avoir attendu des jours avant de ramasser le corps d'une victime présumée du virus qui gisait dans la rue. Les populations accusent souvent les systèmes de santé des pays touchés comme étant défaillants en raison du manque des moyens. Au Catalan, en Espagne, après avoir tenté pour tous les moyens de surmonter l'opposition du gouvernement espagnol, le gouvernement catalan a renoncé à organiser un référendum. Il serait remplacé par une simple consultation. Le référendum initialement prévu le 9 novembre a été jugé inconstitutionnel par les autorités centrales. Ali Abdullahi. Du remplacement du référendum par une simple consultation sans enjeu politique est tombé après une réunion houleuse du président de la région Artur Mas avec les 4 partis qui soutenaient cette consultation en préparation depuis 2 ans. Contrairement à la Grande-Bretagne qui avait accepté que l'Écosse se prononce sur une revendication de même nature qu'elle a d'ailleurs rejetée le 18 septembre, le gouvernement conservateur espagnol a invoqué la Constitution pour l'interdire. Le RC, le second parti de la région, a annoncé qu'elle soutiendrait cette initiative, mais que la Catalogne n'avait plus d'autre choix que de déclarer unilatéralement l'indépendance après de nouvelles élections. Pour le Premier ministre Mariano Rajoy, cet abandon est une excellente nouvelle. Selon lui, les régions ne peuvent pas se prononcer seules sur une éventuelle sécession. Les questions de souveraineté nationale relèvent de l'ensemble de la population espagnole. Il a saisi le tribunal constitutionnel qui a aussitôt suspendu le texte de loi adopté par la Catalogne pour organiser cette consultation. C'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez tous un agréable après-midi.